pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaissaient pas encore l'initiative She Trades, nous sommes donc un des programmes phares du Centre du commerce international. Nous sommes une organisation onusienne assez dynamique, une agence conjointe de l'OMC et de l'ONU. She Trades particulièrement, nous avons comme vision et comme objectif de connecter 3 millions de femmes entrepreneurs aux marchés internationaux d'ici à 2021. Pour cela, nous travaillons à travers 7 domaines d'intervention qui vont de la collecte de données de qualité ventilées par le genre à la promotion de politiques commerciales inclusives, mais aussi l'accompagnement des femmes pour débloquer des opportunités de marché, que ce soit à travers les marchés publics, que ce soit à travers l'accès et la connexion avec des acheteurs privés, mais également aussi l'accompagnement des femmes pour qu'elles aient un meilleur accès aux services financiers. C'est dans le cadre de ce domaine d'intervention, l'accompagnement des femmes pour débloquer des services financiers, qu'on a lancé en 2018 l'initiative She Trades Invest. Laetitia va vous présenter plus en détail c'est quoi She Trades Invest. Laetitia, je te passe la parole. Merci beaucoup, Nidiane. Adrame, tu peux... Oui, voilà. Oui, pardon pour mon français. Je parle anglais et portugais et je vais essayer de parler avec vous. Et oui, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Comme Nidiane a dit, je m'appelle Laetitia et je travaille avec Nidiane dans l'initiative She Trades, en particulier She Trades Invest. Et ce projet connecte les entrepreneurs avec le fournisseur de capitaux. En même temps, on aide les entrepreneurs à se préparer pour le financement. Pour vous qui êtes des business angels, nous avons des entrepreneurs dans les pays francophones avec lesquels nous pourrons vous connecter. Si vous êtes intéressé à faire connaissance de notre programme, je vous invite à visiter notre site web. Je vais mettre dans le chat box. Et vous pouvez chercher tout ce qui en a. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler pour faire partie du réseau de She Trades Invest. Et oui, voilà, merci. Aussi, le site web de She Trades, il y a en français aussi, en français, espagnol et anglais. Et voilà, merci et profitez bien de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. Oui, effectivement, 2 points très importants que Laetitia a mentionnés. Donc, nous, on vous invite vivement à vous inscrire sur notre plateforme en ligne si vous ne l'êtes pas encore. C'est une plateforme en fait qui vous permet justement d'être connecté à d'autres entrepreneurs, d'être connecté aussi à des investisseurs d'un peu partout par le monde, parce que là, on a actuellement sur la plateforme près de 25 000 membres des différentes régions du globe. L'inscription sur la plateforme est tout à fait gratuite. La plateforme vous permet d'avoir accès à différentes formations. On a actuellement plus de 70 cours en ligne. On a également différents webinaires. On a l'enregistrement des webinaires qui sont disponibles sur la plateforme, mais également, elle vous permet d'être à jour sur les webinaires et les formations à venir qu'on va avoir. Comme Laetitia l'a mentionné, on vient tout récemment de lancer la page en français de shetrades.com. Donc, encore une fois, on vous invite à vous enregistrer sur la plateforme. Très important également, si vous êtes intéressé à inscrire à She Trades Invest, on sera ravis d'envoyer après la session d'aujourd'hui un lien avec le formulaire d'enregistrement, le formulaire d'inscription pour participer pour faire partie de notre réseau She Trades Invest. Donc, sans trop m'attarder, je propose qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on passe la parole à
Adramé. Peut-être Adramé pourra aussi, lui, commencer par une brève présentation, se présenter brièvement. Sinon, si à tout moment de la présentation, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire à la chat box. Je vais suivre les commentaires et plus tard, après la présentation d'Adramé, il reviendra sur vos questions et commentaires pour y apporter des réponses. Donc, voilà, je nous souhaite à tous une très bonne session. J'espère que vous trouverez la session intéressante et informative. Adramé, je te passe la parole. Merci, merci Nidiane. Bonjour à tous ou bonsoir. Je vais me présenter très rapidement et peut-être dire pourquoi je suis là, pourquoi je fais cette présentation. Alors, j'ai un background, comme vous le voyez, sur la finance depuis très longtemps, Société Générale, quelques fonds d'investissement. Mais particulièrement, ces 2 dernières années, on a monté en Gambie un réseau de Business Angels de zéro, à partir de zéro, ce qui est complètement différent de ce qu'on a ici parce que le WIC existe déjà depuis 4 ans, bientôt 5, je crois. Ce qui va, je pense, faciliter un peu le travail. Et en fait, l'angle qu'on va prendre aujourd'hui, c'est vraiment un angle d'échange, de partage, où je vais partager un peu l'expérience qu'on a eue, l'expertise qu'on a eue en travaillant, en montant ce réseau, les best practices qu'on a eues, mais aussi en travaillant avec, disons, des organisations qui nous ont accompagnés, hein, comme ABAN, l'African Business Angel Network, qui nous a accompagnés à monter ça. Donc, c'est vraiment aujourd'hui partager un peu comment on a fait pour que ça fonctionne. Le réseau fonctionne aujourd'hui, qui est plus jeune que le WIC, évidemment, qui a fait ses premiers investissements, mais c'est vraiment axé Business Angels. C'est très différent par exemple, de WIC Capital que vous connaissez, qui investit, là où vous mettez vos capitaux et qui investit à votre nom. Là, c'est vraiment la personne qui prend l'initiative d'investir et donc de faire tout le process d'investissement elle-même, mais aussi de suivre après l'investissement son portefeuille, donc ses investissements, jusqu'à la sortie. À un moment donné, il faudra sortir. Donc voilà, donc je pense que c'est cette expérience que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. On va avoir on va s'arrêter un moment, on va se parler un peu. Et puis, voilà, j'encourage vraiment à avoir cet échange parce que c'est cet échange qui va nous permettre de mieux construire la session prochaine qui va être un peu plus détaillée et un peu plus axée sur l'individu. Là, ce sera plus sur l'organisation. La semaine prochaine, ce sera plus sur l'individu. Donc, sans tarder, je vais rapidement introduire ce qu'on appelle Business Angels, mais vous le savez déjà, le rôle des Business Angels s'accroît de plus en plus. Aujourd'hui, en Afrique, je crois qu'il y a une trentaine, voire une quarantaine de réseaux qui existent sur l'Afrique. Ailleurs dans le monde, ça existe depuis très longtemps. Mais l'engouement a vraiment démarré en Afrique. Bon, malheureusement, il y a très peu de ces réseaux qui fonctionnent vraiment. Fonctionner, ça veut dire qu'ils investissent. Le WIC existe depuis un moment et donc, je pense, c'est un des réseaux qui fonctionne. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de partager une manière de structurer comment on va faire ça, justement. Et comme vous le savez, hein, les Business Angels font partie intégrante de l'écosystème de l'investissement en général dans un pays. Et leur particularité, c'est justement d'investir là où les autres ne vont pas. Donc, des sociétés ou des entreprises très petites et très risquées. Ce volet risque est très important. C'est vraiment hyper risqué. Ils apportent évidemment de l'argent. Ils apportent, en plus de l'argent, des connaissances, des compétences. Donc, c'est important d'avoir justement des compétences à partager avec ces entrepreneurs. La plupart, c'est des jeunes. Apporter aussi des contacts pour ouvrir des marchés, les mettre en relation avec des gens. Donc, cela va nécessiter une certaine disponibilité pour ces entreprises-là. Il ne s'agit pas juste de donner de l'argent et puis de partir. Et c'est là où, justement, on va avoir de l'impact et l'argent qui a été donné pour produire quelque chose. Donc,
ce qu'on on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est un business angel, son rôle, comment ça se fait, etc. Et après, on va discuter de comment on organise ce réseau. Le week existe déjà et est plutôt déjà organisé. Là, on va parler d'un sous-réseau du week, on va dire. Peut-être qu'on va essayer de voir comment mettre en place ça. Ce qui existe déjà d'ailleurs, de ce que j'ai compris, mais vraiment de partager des best practices, comment justement faire en sorte que ça marche et ça marche en termes d'organisation, mais aussi en termes de process, c'est-à-dire du sourcing à l'investissement, comment trouver des entreprises jusqu'à l'investissement. Je vais utiliser des termes anglophones, c'est fait exprès, et pas d'ailleurs, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terminologie de l'industrie est complètement anglophone. J'utilise ces termes anglophones pour que vous le sachiez, parce que demain, vous serez en discussion peut-être avec d'autres, c'est les mêmes termes qui vont être utilisés. À chaque fois que je pourrai, je vais traduire en français. Et si jamais il y a un mot qui n'est pas clair, etc., n'hésitez pas à me demander. Mais la plupart de ces mots, je suis certain que vous les connaissez déjà. Donc, pour commencer, qui peut être un business angels? C'est vraiment ceux qui ont la passion d'accompagner la prochaine génération. On parle de prochaine génération parce que souvent, on a déjà un peu de bouteille déjà, donc on a une carrière, on a fait plein de choses. Et ces choses, aujourd'hui, nous permettent d'avoir une position qui permet de pouvoir, d'avoir mis de l'argent de côté un peu, afin de pouvoir investir, mais aussi, surtout, et je pense le plus important, c'est les compétences et les connaissances. Et donc, cette passion va nous permettre de faire ça. Cette passion se matérialise à travers un engagement. On est très, très engagé pour cela. Des compétences, j'en ai parlé. Une capacité financière. On parle de smart money parce qu'en fait, contrairement à d'autres investisseurs comme les fonds d'investissement où en fait, ils ont une durée limitée d'investissement, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, on sort. Là, on n'est pas limité, c'est notre argent. On peut rester quand on veut. Et dernière chose, c'est la conformité avec les lois et les règlements. Dans certains pays, en fait, c'est un business qui est réglementé. Il faut une accréditation pour être business angel. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, il est très important de connaître la législation du pays sur le fait d'être un business angel, mais aussi la législation sur l'investissement. Quand on investit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. C'est extrêmement important. Donc, vraiment, une grande passion pour l'entrepreneuriat et l'accompagnement d'entreprises. J'en ai un peu parlé. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si important et pourquoi vous le faites en fait? Quelle est la motivation derrière, au-delà de la passion? Évidemment, c'est de combler un déficit de financement qui est là, qui existe, on le sait, mais c'est dans tous les pays du monde et c'est encore plus important en Afrique et surtout dans nos pays francophones. Créer des emplois, partager ses compétences et surtout, alors, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je veux redonner à la société, apporter ma pierre à l'édifice. Ça sous-entend en gros que je le fais pour rendre à la société ce que la société m'a donné. Mais ça ne veut pas dire que je fais ça gratuitement. Ça ne veut pas dire que je donne de l'argent gratuitement. Parce que si on le fait, l'effet qu'on veut, on ne l'aura pas. Il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas de la subvention, c'est de l'argent qu'on donne pour avoir un retour sur cet investissement qu'on peut perdre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait faire. Là, je vous montre un petit schéma justement sur les différents stades, étapes de croissance des startups. Alors, je vais parler de startups et de PME. J'espère que vous connaissez la différence. Si vous ne connaissez pas, je vais vous le dire assez rapidement ce que c'est. Ce schéma, c'est plus un schéma de startup. Une startup, ça va être une entreprise qui a une forte capacité de croissance sur une durée limitée. Et là, quand on commence, souvent, on commence avec ses propres fonds, sa famille qui nous aide, etc. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a besoin de plus d'argent, mais on n'a pas d'argent.
on est trop petit encore pour les investisseurs professionnels comme les fonds d'investissement et c'est là où le Business Angels intervient. Les Business Angels interviennent. Ils apportent de l'argent entre, disons, $20 000, donc en tout cas 5 millions, 7, 8 millions de CFA jusqu'à peut-être 100, 200 millions de CFA, on va dire. Ça peut être plus ou moins grand, ça dépend des pays, etc. Et c'est vraiment là où l'entreprise en a vraiment besoin. C'est ce qu'on appelle de value of debt. La plupart des petites entreprises meurent ici. Au moment où ils ont mis de l'argent, ils ont besoin d'argent supplémentaire, mais n'arrivent pas à trouver cet argent-là. Et c'est là où votre rôle devient très, très important. Évidemment, tout à l'heure, je l'ai dit, si on le fait, beaucoup disent, je le fais pour redonner à la société, etc., participer à l'effort collectif, etc. Mais vraiment, c'est extrêmement important de se dire qu'on peut aussi, tout en faisant tout ça, on doit pouvoir s'assurer un retour sur investissement. Et on se dit que en le faisant bien, on arrive à avoir 25% minimum de retour sur investissement. Mais c'est basé sur des conditions. La première condition, c'est vraiment de pouvoir investir sur des périodes relativement longues, au-delà de 3 ans, mais en dessous de 10 ans. 10 ans, c'est trop. Donc, en moyenne, entre 5 et 7 ans, on va dire. Deuxième chose, c'est un portefeuille. Avoir un portefeuille assez fourni, d'au moins 20 investissements, bien sélectionnés, bien gérés, etc. Et c'est ça qui garantit ce retour sur investissement. Pourquoi? Parce que vous voyez dans ce schéma, on dit que 56% des entreprises font faillite. Donc, quand vous investissez sur 100, la moitié va faire faillite. Plus de la moitié va faire faillite. Donc, 10, les 5 ou les 6 vont faire faillite. Il reste 3, il reste 4 ou 5. Et sur ces 3 ou 4 ou 5, 35% va survivre, mais ne va pas apporter ne va pas faire beaucoup de gains. En fait, ils vont juste survivre, quoi. C'est vraiment les 9% qui restent qui vont vous apporter ce qu'on appelle les 10 fois votre investissement, 10x, 10x, ou plus, ou 100. Mais c'est extrêmement important de se dire, donc, c'est une loi des grands nombres, hein, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques. Il faut vraiment mettre… Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui va réussir. On ne sait pas quelle société va réussir. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir un nombre assez important de sociétés dans laquelle on investit et espérer que dans ce nombre important, il y en aura 3, 4 qui vont vraiment générer beaucoup de revenus. Et c'est là qu'on va espérer avoir… c'est le principe de base de l'investissement en capital, hein. Même les fonds fonctionnent comme ça. Alors, j'ai récupéré un peu, bon, je pense que ce n'est pas tous les membres du WIC parce qu'il n'y avait que 11 ou 12 personnes, je pense, qui ont répondu. Mais bon, ça donne une petite indication sur l'expérience en investissement des membres du WIC. Là, on voit qu'il y a une majorité qui a entre 2 et 5 ans d'expérience, ce qui n'est pas rien, au contraire, c'est très, très bien. Il y en a un peu aussi quand même qui ont entre 0 et 1 an, donc qui n'ont pas ou très peu d'investissement, d'expérience en investissement. Et il y en a quelques qui ont entre 6 et voilà, des gens très, très expérimentés. Comme c'est un réseau qui est là et que les gens doivent se partager, ça va être très important que les membres les plus expérimentés partagent aussi leur manière de faire avec les autres membres du réseau. Ça, je l'encourage vivement bien après ces webinaires pour justement faire grandir tout ça ensemble. Mais en tout cas, ça donne une bonne indication du fait que les membres du réseau ont déjà une certaine forme d'expérience dans l'investissement et ça va beaucoup nous aider, je pense, sur aujourd'hui et sur le prochain webinaire qu'on va avoir. Alors, très rapidement, j'aimerais ouvrir un peu le débat. Peut-être on va prendre 3-4 personnes qui vont nous dire un peu quelles ont été 3-4 personnes qui ont investi, peut-être quelles ont été les motivations d'investissement des membres du WIC et pourquoi, ou même qui n'ont pas encore investi personnellement, mais qui ont des motivations profondes de pourquoi elles veulent faire ça. Et aussi pour celles qui ont déjà investi, quel était le ticket moyen. On parle de ticket, c'est les montants moyens d'investissement. Alors, je ne sais pas, Nidiane, comment on peut faire ça, mais l'idée, c'est que s'il y a 2 ou 3 membres qui peuvent prendre la parole et nous en parler en 3-4 minutes.
D'accord. Est-ce qu'on a des volontaires? Si vous voulez prendre la parole, peut-être lever vos mains ou bien écrire dans le chat. On n'est pas encore très... Oui. Alors, il y a quelqu'un, Fatounia. Fatounia, oui. Vas-y, Allez-y. Bonjour Lydiane, bonjour Adramé, bonjour à tous les participants. Je suis Fatounia, je suis la présidente du WIC. La présidente élue, hein. Avant la fin de mon mandat, je crois que j'en saurai un peu plus sur l'investissement parce que je suis très novice dans ce monde financier. Et c'est avec plaisir que nous accueillons cette session de formation pour l'attention de nos membres. Parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup de membres très écoutent la volonté de servir, de financer, mais bon, de ne pas le faire de manière aveugle. C'est pour ça qu'un cours, cette session est bienvenue. Vous avez parlé tout à l'heure de... Moi, je n'ai pas de grosse... une expérience en business angel, et quand je vois que vous parlez d'avoir d'au moins 20 investissements pour en voir quelques-uns éclore et bien éclore, ça me fait peur parce que je suis bien loin de ça. Mais heureusement qu'on a pu se retrouver autour du WIC et qu'avec notre fonds WIC Capital, on espérera pouvoir être de vrais investisseurs avec un matelas, avec un environnement beaucoup plus sécure que si on s'y était allé tout seul. Je pense que c'est tout l'intérêt pour nous d'avoir le WIC. Donc, moi, j'avais posé une question concernant la législation. On y est allé de manière volontaire, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être un peu plus maîtriser la législation ou tout l'arsenal juridique autour des business angels. Alors, je ne sais pas si les pays francophones comme le Sénégal ont fait des pas. Je sais que dans les pays anglophones, c'est assez courant. Je ne sais pas si sur les pays francophones, c'est le cas et comment arriver à avoir ces informations. Je vous remercie. Merci Fatou. Merci pour l'intervention. Faut pas avoir peur quand on dit 20 investissements parce que là, on s'engage sur la durée de toute façon et quand on fait un investissement, on ne sort pas le lendemain. Donc l'idée, c'est d'avoir un rythme de peut-être 3, 4, 5 investissements par an et les 20 investissements, on les fait rapidement en 3, 4 ans. C'est extrêmement important parce qu'en fait, la raison pour laquelle on parle de 20 c'est un chiffre, ça peut être 10, ça peut être 100, hein, mais on se dit que la plupart, en réalité, quand on observe, et ça c'est des statistiques du monde entier, quand on observe le taux de faillite des entreprises partout dans le monde, souvent ça se passe dans les 2 ou 3 premières années de la société. Ça, c'est connu, hein. Donc, du coup, quand on investit, il y a des histoires, mais très marrantes. En fait, des gens qui, malheureusement, par exemple, de sociétés marchaient très bien. Tout le monde disait que voilà, c'est des sociétés qui vont qui vont exploser. Et d'un coup, le fondateur décède, par exemple. Et c'est la fin de la société. Donc, en fait, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas prévoir malgré des signes très positifs dans une société qui font que, en fait, malheureusement, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, souvent, on mise sur le nombre. C'est pour ça qu'on parle de 20. Il ne faut pas avoir peur. 20, c'est quelque chose qu'on peut avoir très rapidement. La taille des tickets, par exemple, si c'est 20, on peut ne pas investir 10 millions sur chaque ticket. Hein, on peut investir 5 millions, etc. Donc, c'est des guides. En tout cas, c'est des idées qu'on donne. Mais maintenant, à chacun de s'adapter. Et ça, on le verra sur le prochain webinaire. À chacun d'adapter à son rythme, à un niveau personnel, les tickets, le montant qu'on va investir, sur combien de sociétés on va investir par an. On va vous donner un peu des idées sur comment le faire et surtout combien on peut mettre par rapport à ce qu'on a, etc. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. On va faire vite pour pouvoir finir aussi la présentation d'aujourd'hui.
qui est-ce qui voudrait prendre la parole? N'hésitez pas à lever la main ou mettez-vous Alors, directement. il y a deux autres personnes. Il y a Evelyne et Awadia qui ont levé la main. Peut-être l'une d'entre vous, je ne sais pas qui peut prendre la parole. Awa, vas-y. Merci Evelyne. Bonjour Adramé, bonjour Lydiane, bonjour à toutes. Bonjour, Awa. Donc je m'appelle Awadia, je suis membre du WIC depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus, 3 ans je pense. Je fais partie du comité de gouvernance et je m'occupe un peu plus particulièrement cette année de la communication du WIC. Ma question était relative aux critères de sélection concernant les entreprises dans lesquelles on souhaite investir en tant que business angel. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études qui permettent de savoir quels sont les critères de succès dans ce choix? Quels sont les facteurs d'échec? Est-ce que le taux d'échec ou de succès est plus ou moins important lorsqu'on prend une participation dans le capital ou quand on fait un prêt à l'entreprise? Parce qu'il y a les deux options, il me semble. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir le plus de flair possible pour à la fois remplir notre objectif de soutenir des entreprises qui ont du potentiel et qui peuvent apporter du changement, mais tout en maîtrisant un tant soit peu ces facteurs de risque avec le vécu d'autres sociétés d'investissement. Voilà. Merci Awa. Alors, on va répondre plus précisément sur cette question pendant le deuxième webinaire, le prochain webinaire. C'est là où on va vraiment parler individuellement comment ça marche. Mais déjà, pour vous dire, le taux de faillite est plus élevé. Déjà, en fait. Quand on fait des investissements, on a plus de faillites que c'est pour ça qu'on parlait de plus de 50% des entreprises font faillite, en fait, quand on a un portefeuille. Donc, ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de magie, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il va être très, très important de définir à l'avance nos critères d'investissement. Ça, on va en parler un peu aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail prochainement. Et en fonction de ces critères, établir si je peux dire, une checklist claire de qu'est-ce qu'on attend d'une société pour qu'on puisse être intéressé par investir dedans. Ça, déjà, ça va aider beaucoup à réduire le taux de faillite et le risque. Mais après, franchement, on est sur le créneau le plus risqué de l'investissement. Investir sur des petites sociétés qui démarrent, c'est même plus risqué que la bourse, à mon avis. Donc, le but de ces deux sessions et même 3 sessions de webinaire, ça va justement être de rentrer dans le détail des questions que vous venez de poser, des questions, en fait, c'est la raison d'être de ces webinaires. Hein. Donc, on va les aborder pendant ces deux sessions. Mais je constate que pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse à ma question. Peut-être Evelyne? Oui, bonjour Adramé, bonjour tout le monde. Oui, je levais la main pour contribuer sur les 2 questions que tu poses. Alors moi, je viens de commencer à investir pour mon compte propre. Oui. J'ai beaucoup investi pour le compte d'autres parce que je suis une professionnelle de l'investissement. Oui. Et donc, j'ai commencé à co-investir aux côtés de WIC Capital. C'est le fonds que je gère. Et donc, mon ticket moyen, alors j'ai fait 2 investissements pour le moment avec, je l'espère, la possibilité d'aller vers les 20, comme tu disais tout à l'heure. J'ai fait du 5 millions et du 3 millions et je pense que mon ticket moyen va rester autour de ça. Parce qu'il ne faut pas grand-chose en général. Hein, et surtout, on a, nous, l'opportunité d'avoir un fonds à côté à chaque fois. Et puis, quelle était ma motivation? Moi, elle est plus return. Hein, je recherche beaucoup plus de retour sur investissement que… Enfin, le fonds recherche de l'impact, donc forcément, on aura de l'impact à travers ces investissements. Mais moi, je cherche à la rentabilité hein, et limiter les risques, ce qu'on pourra avoir avec tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau du RIC. Super. OK. OK. Alors, je pense qu'effectivement, c'est les bons montants. En tout cas, c'est les montants qu'on constate en général sur l'Afrique. Quand on va aux États-Unis, les montants sont beaucoup plus élevés. C'est les bons montants. On peut aller un peu plus haut ou un peu plus bas, mais c'est des montants moyens
par investisseur. 2 ou 3, c'est top. Et puis sur la motivation, le return, évidemment, c'est le premier critère. En fait, s'il n'y a pas de return, il n'y a pas d'objectif. Hein. Tous les autres objectifs viennent à côté de ce return. Ça va être les impacts, ça va être peut-être à un niveau personnel, c'est de contribuer, etc. Mais évidemment, à un moment donné, il faut un return. Sinon on fait de la subvention. Alors, comme je n'ai pas eu beaucoup de réponses là-dessus, ce qu'on va faire, on va rajouter cette question un peu plus tard pour le prochain webinaire parce que c'est vraiment important d'avoir une idée relativement précise de ça. Ça va beaucoup nous aider pour le prochain webinaire. Donc, on va continuer afin de pouvoir finir la session d'aujourd'hui. Alors, donc du coup, comment... On a dit en gros que le Business Angels investit à un niveau personnel. On est d'accord. Personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend son propre argent, on fait ses propres investigations, on sélectionne l'entreprise, on investit par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes actionnaires de la société. Ce n'est pas une société tierce qui est actionnaire. Ou bien vous pouvez avoir une société à vous-même où vous êtes 100% qui ne vise qui n'a été créée que dans ce but-là. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, tout le process d'investissement, vous le faites vous-même. Vous ne le confiez pas à un professionnel, vous ne le confiez pas à une autre personne. OK? Ça, c'est vraiment ça, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, en tout cas, il est convenu et accepté que c'est toujours mieux de le faire ensemble. C'est toujours mieux de le faire avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est plusieurs, on a des compétences diverses et variées, on a un background différent, on regarde les choses de manière différente et donc, normalement, on doit pouvoir se compléter. Et se compléter avec si on se complète avec une structuration pour faire avancer les choses assez précises, on arrive à faire de belles choses. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une manière de s'organiser, une manière d'organiser le réseau, des choses qu'il faut avoir, des choses qu'il faut mettre en place pour justement avancer. Et donc, la chance qu'on a ici, comme vous l'avez souligné déjà dans vos interventions, le WIC existe déjà, il y a des choses qui existent déjà, des process qui ont été déjà mis en place, peut-être le réseau en tant que tel, mais aussi avec le WIC Capital, dont Evelyne, qui est une professionnelle de l'investissement. Donc, déjà, il y a déjà des choses qui existent. Donc, ça va faciliter peut-être un peu le travail qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je vais vous demander, c'est quand je vais exposer des choses, n'hésitez pas à les noter et n'hésitez pas à revenir dessus pour savoir est-ce que c'est des choses que vous avez déjà mis en place ou est-ce que ce sont des choses qui n'ont pas été mises en place encore. Ça va être aussi très, très important pour la suite. Donc, la première chose, en tout cas, quand on arrive dans un environnement et qu'on veut investir, la première chose, c'est de connaître son écosystème entrepreneurial. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'on est. On peut avoir travaillé au Sénégal, vécu au Sénégal, et tout, mais on ne connaît pas l'écosystème entrepreneurial. On veut investir dans des sociétés, il faut savoir dans quoi on est. Ça veut dire quoi? Il faut déterminer la taille du réseau. On part du principe qu'un réseau qui fait moins de 15 membres, c'est un petit réseau. Au-delà de 15 membres, c'est un réseau, c'est un grand réseau. Donc, déjà, le WIC, c'est un grand réseau parce que le WIC a plus de 15 membres. Après, en deuxième position, le pool d'entrepreneurs, c'est-à-dire, potentiellement, est-ce qu'on a assez de sociétés qui se créent pour qu'on investisse dedans ou pas? Pourquoi c'est si important? Si on n'en a pas assez, très rapidement, on va être à court de sociétés. Très rapidement, notre pipe va être à court. Pipeline. Deal flow, pour ceux qui ne savent pas. Au bout de 2-3 investissements, nous, ça nous est arrivé en Gambie. C'est un petit pays. Donc, on a commencé à traiter, on a commencé à rentrer en contact avec les entrepreneurs. On en a traité 40, 50. Et au bout de 50, 45, 50, on s'est rendu compte qu'on avait vu pratiquement toutes les sociétés qui en valaient la peine pour un Business Angels. Et du coup, on était à court de sociétés. Et donc, derrière, on a dû mettre en place un mécanisme pour les onboarder un peu en amont, travailler avec eux, les préparer, ce qu'on appelle investment readiness.
qui n'est pas le propre du réseau de Business Angels, hein, qui est le propre des incubateurs, etc. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Le Sénégal, heureusement, on a une infrastructure entrepreneuriale qui est assez fournie, des incubateurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises, etc. Donc, sur ça, je pense qu'on on ne se plaint pas. Maintenant, on sait que ça existe, mais il faut identifier où est-ce qu'on va aller prendre ces entrepreneurs. Où est-ce qu'on va sourcer? Sourcing, venant du mot anglais, sourcing. Où est-ce qu'on va aller chercher? L'infrastructure entrepreneuriale, il est extrêmement important d'être connecté avec ces organisations, les incubateurs, les hubs, les entrepreneurs expérimentés. Vous-même, vous avez autour de vous des gens, de jeunes entrepreneurs qui sont en train de faire ce qu'ils font. Ben, il ne faut pas hésiter à les inviter à venir. Il y a des programmes du gouvernement, la DPME par exemple, ils ont beaucoup d'entrepreneurs. Il y a plein d'organisations par exemple avec qui il faut vraiment rentrer en contact. C'est le réseau qui rentre en contact avec ces entrepreneurs. Ce qui est connu, effectivement, plus le pays est fourni en organisation type incubateur, accélérateur, plus il y a des entreprises viables. Entreprises viables, très important, la viabilité. Mais le deuxième source d'entrepreneurs viables, souvent vient du réseau. C'est le réseau lui-même qui apporte ça. C'est les membres du réseau qui les apportent. Parce que vous-même, vous êtes connecté avec beaucoup de gens. Et si vous vous mettez ensemble, vous allez pouvoir en ramener. Après, il y a les prestataires de services. Ça, il faut les identifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va rentrer dans une industrie relativement technique. Une fois qu'on a sélectionné, qu'on a choisi, après, il faut faire le processus d'investissement. Il faut faire du due diligence. Il faut écrire une term sheet, hein, une offre, etc. Après, il faut faire le closing. Il faut rédiger des documents juridiques, etc. Et ça, souvent, on est obligé, dans la plupart des cas, de se faire aider par un professionnel de ça. Et donc, identifier des prestataires de services qui peuvent vous aider, ça peut être vous-même, ça peut être vos sociétés, c'est extrêmement important. Après, le follow-on funding. Une fois qu'on investit, on espère sortir un jour, ou on espère en tout cas que la société va grandir et va avoir besoin de plus d'argent pour encore plus grandir. Et c'est là où il faut être connecté avec les autres financeurs qui sont dans votre réseau. Ça peut être d'autres réseaux de business angels où vous allez co-investir. Ça peut être des VC, des fonds de VC. Là, vous avez déjà la chance d'avoir WIC Capital. Donc, c'est déjà un fonds avec lequel vous pouvez co-investir. Il ne faut pas hésiter à ouvrir ça à d'autres types de financeurs. Et enfin, l'environnement réglementaire, ça, c'est très, très important. Tout à l'heure, quelqu'un en a parlé, c'est extrêmement important de connaître dans quel environnement le droit des affaires, la propriété intellectuelle, ce genre de choses, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des incitations à l'investissement individuel? Est-ce qu'il y a des restrictions, etc.? Il faut vraiment le savoir. Voilà. Sur ce slide, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut, je ne sais pas si ça a été déjà fait, mais il faut faire un mapping de votre écosystème. On l'a fait sur la Gambie. Je prends l'exemple parce que c'est ce qu'on a fait. C'est vraiment le process qu'on a suivi. Et dans plusieurs pays, c'est le même process qui est suivi. Il faut faire un mapping de cet écosystème pour bien connaître qui fait quoi et qui est où. Et une fois que c'est fait, ça va faciliter beaucoup votre travail. Alors, ça, c'est juste des exemples que j'ai mis là. J'ai mis les logos. C'est des gens, moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au Sénégal. Le réseau Enablis, le CETIC, DNA, je ne sais pas concrètement, je ne le connais pas beaucoup, mais voilà, qui existe, qui a le mérite d'exister. Je mets International Trade Center parce qu'en fait, ils travaillent avec un pool d'entrepreneurs qui existe. Certains, beaucoup pour les femmes, en tout cas, sont dans SheTrade. Il y a Teranga qui peut être une société qui peut racheter vos parts si jamais vous voulez sortir un jour, potentiellement. Potentiellement, ce n'est pas ce qu'ils font tout le temps d'ailleurs. La BNDE, c'est une banque, donc il y a les banques, il faut être connecté avec les banques, etc. L'Impact Hub, la DPME, voilà. Il y a des organisations internationales, des privés, des incubateurs, etc. Il y a un peu de tout. Il faut vraiment les mapper, connaître qui fait quoi et être en contact avec eux. Ça va vous aider à vraiment avancer. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faut partager la vue. Il faut avoir une vision commune. Là aussi, je pense que le WIC l'a déjà, vu que c'est une organisation qui existe déjà depuis quelques années. Là, j'ai tenté de mettre 2-3 exemples. Retour financier, évidemment. Développer l'entrepreneuriat féminin dans le pays.
particulièrement celles qui sont dans la tech, ça peut être l'agriculture, ça peut être d'autres choses, etc. Une fois qu'on a défini ça, parce qu'en fait, vous verrez que ça devient quelque chose de personnel. Certains d'entre vous vont être attirés par tout ce qui est agriculture, d'autres vont être attirés par la tech, d'autres vont être attirés par le médical, par exemple. Et du coup, on se met ensemble, on fait des choses ensemble parce qu'on a une compétence dedans. Ce qu'il faut éviter, en général, c'est de se dire, j'investis dans tout ce qui vient. Souvent, quand on fait ça, on ne va pas faire ce qu'il faut faire parce qu'on n'aura pas le temps et on n'aura pas les compétences d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Donc, il faut vraiment se définir. On va le voir un peu aujourd'hui et vraiment en détail la fois prochaine. Quelle est la thèse d'investissement? Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Donc, c'est ce deuxième slide. Ça, c'est au niveau du réseau. Le réseau va dire, le WIC, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le réseau WIC Sénégal, a priori, va investir dans le Sénégal, au Sénégal. Beaucoup peut-être à Dakar, un peu à Thiès, etc., mais a priori au Sénégal. Ça va être très difficile pour un business angel individuel d'investir dans une société qui est en dehors de son pays, qui est au Mali, ou même qui est en dehors de sa ville. C'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer beaucoup de temps avec ces entrepreneurs, les accompagner, donc il faut les voir assez souvent. Donc, la proximité géographique est extrêmement importante. Ça, c'est un critère très, très important. Après, il y a le secteur. Bon, ben, le secteur, souvent, on dit de manière très simple, on investit dans des secteurs qu'on connaît. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans ce secteur, j'ai de l'expertise dans ce secteur, ou c'est un secteur connexe à ce que j'ai fait. Il y a des métiers qui sont un peu différents. Par exemple, quand on est avocat, quand on fait du marketing, etc., dans notre carrière, on a la chance d'explorer, de travailler sur plusieurs secteurs. Et ça, peut-être, ces gens-là sont capables d'investir dans des secteurs complètement divers et variés parce que justement, le travail leur a permis de faire ça. Mais en règle générale, on investit dans des secteurs qu'on connaît. J'ai repris aussi les feedbacks qu'on a eus de ces 11-12 personnes du WIC. Si on a les 85 ou 86 membres, ce serait génial. Là, on voit que l'agriculture, le secteur agricole, l'agrobusiness prend beaucoup de valeur. Il y a le secteur de la santé aussi, l'éducation, il y a le tourisme, il y a le bien-être, etc. Très peu d'intérêt pour la tech, par exemple, etc. Ça donne une indication de où est-ce que les membres veulent investir. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les boîtes qui vont être sourcées, les efforts vont être mis sur ces secteurs-là. Parce que si vous apportez, en cas, la personne qui va sourcer, si elle apporte des sociétés qui ne sont pas dans l'intérêt des membres, ben, il n'y aura pas d'investissement parce qu'il n'y a pas un intérêt à le faire. Et donc, c'est extrêmement important de faire, de compléter en tout cas ces statistiques avec des membres un peu plus importants. Mais ça nous donne déjà une petite indication. La maturité des cibles. La maturité des cibles égale un peu le ticket. Plus la cible est mature, moins c'est risqué, mais souvent plus le ticket est important. Donc, est-ce qu'on est en seed, donc vraiment au début de la société? Est-ce qu'on est quand la société a 3, 4, 5 ans? Est-ce qu'on est plutôt après? Est-ce qu'on veut investir dans des startups, donc avec un très grand risque d'échec, mais avec une croissance qui peut être très, très élevée, exponentielle? Ou est-ce qu'on est sur la PME, donc des sociétés qui sont plutôt stables, mais avec des revenus plutôt moyens, de 5%, par exemple? La taille des tickets, il n'y a pas de minimum absolu, il n'y a pas de maximum absolu, mais en moyenne, bon, voilà, il faut le définir. Le nombre d'investissements par an, c'est-à-dire combien je veux faire par an. Alors ça, c'est en fonction de ce qu'on a, sa capacité financière et son temps, le temps qu'on peut allouer aux gens. Et après, maintenant, on a d'autres objectifs, peut-être le genre, l'inclusion financière, etc., etc. Ça, c'est important de le définir en amont. Une fois qu'on a fait ça, on va décider de l'organisation structurelle du réseau. Moi, j'ai l'impression, je crois, ça c'est à confirmer, ça c'est très important à me le confirmer. Est-ce que, je ne parle pas du WIC Capital, le WIC Capital c'est autre chose, mais est-ce que le réseau que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place de Business Angels, est-ce que c'est un réseau qui est managé par ses membres, c'est-à-dire qu'on n'a pas une personne qui s'occupe de faire du sourcing, qui va préparer les dossiers, qui va faire les one-page, qui va partager ça avec les membres, qui vont choisir et qui va organiser une session de pitch, etc. Ça, c'est un boulot, en fait. Ou est-ce que vous avez recruté quelqu'un, ou vous allez recruter quelqu'un qui va être payé pour faire cela? L'expérience qu'on a, c'est le deuxième cas qui marche.
Pourquoi? Parce que dans le premier cas, souvent les membres sont très occupés avec leur propre activité, leur société, leurs entreprises. Souvent, il vaut mieux recruter quelqu'un, le payer pour faire ce travail de préparation, en fait, de préparation et de gestion du réseau. En tout cas, sourcer les entreprises, les préparer, les former un peu, les faire pitcher. Une fois qu'on a pitché, on va passer à la phase d'investissement. Vraiment quelqu'un qui a qui a un background dans l'investissement, qui a un peu de connaissances dans les contrats, etc., etc. Ça, c'est très important. Je crois que le WIC est dans Manager Manage, mais je ne suis pas sûr. C'est quelque chose que je voudrais bien qu'on me confirme après. Et après, la structure légale. Mais Bon. très rapidement, excuse-moi, je pense qu'Evelyne a déjà apporté les éléments de réponse par rapport à cette question. Donc, le travail de préparation est fait par le WIC Capital et elle rajoute aussi que les membres du WIC… Oui, mais là où il y a une petite différence, c'est vraiment ça, ou c'est vraiment là où le WIC peut-être devra ou a déjà fait le travail. Là, on parle la manière d'aborder les choses est différente. Qu'un fonds d'investissement prenne un dossier, travaille le dossier, prépare le dossier est prêt, ils sont prêts à investir. Après, ils appellent les autres à co-investir. C'est très différent c'est les individus qui décident de choisir parmi 10 dossiers, qui décident de choisir 2 dossiers, qui travaillent le dossier, qui préparent le dossier, qui font les déduits qu'il faut. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent avoir besoin de co-investissement ou pas, mais s'ils en ont besoin, de faire intervenir maintenant un professionnel comme le WIC Capital, c'est 2 angles différents. Moi, je suis dans l'angle du Business Angels qui démarre l'initiative et après, qui fait intervenir l'autre. Et dans ce cas, si le WIC Capital joue ce rôle de préparation également pour son réseau, tant mieux, hein, tant mieux, c'est très, très bien. Mais justement, c'est là où je suis pas complètement peut-être au clair. Alors, on va peut-être faire un petit rappel historique pour que tu comprennes la démarche un peu mieux. Nous, l'idée de WIC Capital, c'est un fonds syndiqué. Donc, on a un peu benchmarké ce qui se fait aux États-Unis, un peu en Europe. Et effectivement, il y a des réseaux de business angels qui fonctionnent comme tu as dit, là, avec une équipe qui est là à temps plein et qui fait tout le travail de sourcing, de préparation des investissements. Et donc, nous, on a fait le choix d'avoir ce fonds d'investissement qui est un fonds qui fonctionne en syndication, donc qui a son propre capital et qui va faire tout le travail et qui va inviter les membres du réseau d'Angels à co-investir. Donc, in fine, de toute façon, chaque membre fait sa propre analyse et regarde si ça matche avec ses propres critères, etc. et rejoint. Mais l'idée, c'est effectivement de mobiliser le plus d'angels possible à chaque fois, mais d'avoir ce fonds, ce véhicule qui est assez solide avec assez de capital pour être aussi parfois en mesure d'y aller seul. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On n'est pas dans une démarche de mise en place d'un réseau, parce que pour nous, ce réseau est déjà là et WIC Capital a été constitué pour ça. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Oui, c'est très clair. Mais je comprends la démarche. Je comprends bien la démarche et je suis d'accord. Là où je suis en train de… Et si vous le faites comme ça, c'est très bien. Encore une fois, j'ai commencé par dire qu'on n'est pas sur une démarche de création d'un réseau ici. Le réseau existe déjà. OK? Et c'est là où on va essayer de comprendre comment fonctionnent les autres réseaux de business angels. Là, on parle de business angels, on parle de gens qui vont investir par eux-mêmes. Si le WIC Capital fait déjà ce travail et vient leur proposer des sociétés et que finalement, individuellement, elles décident d'y aller ou pas, c'est comme ça que ça marche, le manager manage. La seule différence, et c'est là où peut-être il y a le petit… il y a quelque chose à voir, c'est que c'est vraiment… quand on est dans un réseau de business angels, il y a un réseau qui prépare, mais le réseau… Enfin, un réseau, une structure professionnelle peut-être, en tout cas des gens qui s'y connaissent un peu, qui préparent les dossiers, mais qui n'a pas décidé d'investir encore. OK? La décision d'investissement vient des membres qui disent « moi, j'ai envie d'investir, moi, j'ai envie d'investir ». C'est là où peut-être, je ne sais pas, Evelyne, si tu peux apporter une petite précision là-dessus.
très rapidement, c'est est-ce qu'une fois que le WIC Capital a préparé ses dossiers, est-ce que c'est avant que son comité d'investissement ait décidé d'investir et après d'inviter les membres, ou c'est tout se fait en même temps, on invite les membres en même temps qu'on avance? Comment ça se passe? Alors, on invite les membres qu'une fois que le comité a décidé, mais après, les membres décident pour eux-mêmes. Hein. Oui, OK. Oui. Donc, en fait, les membres viennent sous le couvert que le WIC Capital va investir de toute façon, déjà. Oui, c'est un élément pour les rassurer en plus. Oui, OK, très bien. Alors, en tout cas, c'est un choix peut-être qui a été fait par le réseau, c'est un choix. Mais en règle générale, c'est la décision d'investissement. Nous, par exemple, à un moment donné, il était même déconseillé à ces professionnels de l'investissement de donner un avis, par exemple, pour dire, de donner un avis, est-ce que on pense, ça rassure effectivement quand un professionnel dit « Ah non, mais moi, je pense qu'on a fait le travail qu'il faut, c'est une bonne société, etc. » L'idéologie, c'est de dire que le business angel se décide de lui-même. C'est le cas ici, moyennant le fait que le WIC a déjà décidé d'investir. Mais bon, moi, je pense que les deux peuvent marcher. Après, il faut trouver son propre rythme et sa manière de faire les choses. Mais déjà, ce qui est confirmé, c'est que c'est plutôt le second cas ici qu'on a. Après, dans la structuration légale, là aussi, sur la première partie de la structure légale, je pense que ça, il y a déjà la réponse. Est-ce que c'est une structure sans forme, informelle, quoi, donc voilà, ce n'est pas le cas. Je crois que le réseau, c'est une structure associative. Je ne suis pas certain, mais peut-être à confirmer. Mais en tout cas, c'est un réseau formel, etc. Est-ce que c'est un réseau à but lucratif? Ça aussi à confirmer. Mais voilà les trois formes, en tout cas, qui existent. Sur les instruments financiers, je vais tout de suite aller au focus. Quand on est sur des petites entreprises qui démarrent, des fois, et surtout sur les startups, des fois, on n'a pas assez de recul pour faire une bonne valorisation, une valorisation correcte. On peut estimer, hein, on peut tout le temps faire des valorisations, quelle que soit la société. Il y a des techniques pour les entreprises qui ont démarré hier, en fait, donc ça existe. Mais en tout cas, des choses fiables, souvent c'est compliqué. Et donc, de plus en plus, les réseaux, les business angels, les incubateurs, pour ces sociétés, ont commencé à développer des instruments un peu plus flexibles et qui donnent de la flexibilité et qui donnent du temps aux gens pour avoir les réponses qu'on veut. Les deux instruments de base, hein, il y a plein d'instruments financiers, mais les deux instruments de base, c'est la prise de participation, donc du capital qu'on met dans la société en échange des actions, ou de la dette. Alors, sur la dette, il faut faire très, très attention. Dans beaucoup de pays, en tant que particulier, on ne peut pas faire de la dette à une société si on n'est pas actionnaire de la société. OK? Je pense que c'est le cas au Sénégal. Mais en tout cas, avant de pouvoir faire une dette à une société, il faut être membre à confirmer s'il y a des juristes dans l'audience. Les deux autres instruments, la dette convertible, c'est vraiment un instrument qui est de plus en plus utilisé dans les réseaux de business angels, en tout cas sur les petits tickets. Pourquoi? Parce que ça nous évite de faire une valorisation au début. On ne fera la valorisation qu'une fois qu'il y a un événement de liquidité, c'est-à-dire que quand un fonds, par exemple, va venir, la société a bien grandi, etc., et un fonds va venir investir, eux vont faire la valorisation et en ce moment-là, on va peut-être convertir ou pas, on décide de le faire ou pas, ces obligations en actions. Et après, il y a un dernier qui est arrivé beaucoup plus récemment, qui a été créé par un incubateur aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator, qui, en fait, c'est un contrat d'achat des actions de la société qu'on accorde. Donc, on s'accorde que j'achète la société, j'achète des actions de la société dans le futur avec des conditions qu'on définit aujourd'hui. Ça aussi, ça nous évite de faire une valorisation aujourd'hui de la société. C'est des instruments qu'on peut facilement, en tout cas, les documents qui expliquent comment fonctionnent ces instruments peuvent être téléchargés facilement sur Internet en français et en anglais. Et voilà.
S'il y a un besoin de rentrer un peu dans le détail de ces instruments pour la prochaine session, n'hésitez pas à le dire et on va rentrer un peu dans le détail. Alors, je vais avancer rapidement, on a presque fini. Maintenant, comment financer le réseau? La plupart des business, enfin pratiquement tous les réseaux, les membres cotisent. Les membres cotisent, il y a une cotisation annuelle des membres, en fait. Après, des fois, quand on fait un deal, une partie de l'argent qu'on va mettre, c'est de l'argent qu'on met de côté, comme pour gérer les frais, etc., etc. Donc, tout ne va pas dans l'entreprise. Mais une règle de base, c'est qu'il y a une cotisation des membres. Après, on cherche des sponsors. Des sponsors, c'est des entreprises qui vont sponsoriser le réseau pour se faire de la pub ou quelle que soit la raison. On peut trouver des sponsors, des organisations internationales, par exemple, qui vont sponsoriser. Entre guillemets, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, le SheTrade qui paye un peu de l'assistance technique, en fait, pour les membres. C'est un peu du sponsoring parce que ce n'est pas le réseau qui paye directement, je crois, hein, en tout cas, si je ne me trompe pas. Voilà, là, ça peut être aussi des entreprises privées qui vont cotiser tous les ans, mais qui vont avoir le droit de faire de la pub, le droit de vous accompagner quand vous faites des événements, etc., etc. Après, il y a les événements, parce qu'en fait, parmi les membres du réseau, ben, souvent, c'est des professionnels qui sont aguerris dans ce qu'ils font. Donc, le réseau peut organiser des événements, comme des événements de formation, d'investissement, de networking, etc. Et ces événements peuvent être payants pour ceux qui viennent. Et enfin, c'est très rare, mais ça existe, que en fait, le réseau prenne un pourcentage des fonds gérés, des fonds traités. Un pourcentage, ça peut être au moment des investissements, ça peut être à la sortie, etc. Forcément, s'il y en a 4, c'est qu'il y en a 5 manières de financer un réseau, mais il est extrêmement important de savoir comment on va financer le réseau et que le réseau soit viable, que ces fonds permettent de bien gérer le réseau, que le réseau soit viable sur le long terme. Ça, c'est clé. Et enfin, investir. L'investissement, une fois qu'on a préparé tout ça, on se dit maintenant, on va investir. Donc, l'investissement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les process, d'abord, on source, donc on trouve les sociétés. Une fois qu'on les a trouvées, on les screen, donc on regarde dans le détail avec des méthodes quelles sont les entreprises qui nous plaisent, où on veut investir, etc. Après, une fois qu'on a fait ça, ben, on sélectionne 3-4 entreprises qui viennent pitcher. S'ils ont pitché, ben, on les aime pas, on valide pas. Une fois qu'on a validé, ben, en fait, on va faire ce qu'on appelle un deep dive. Un deep dive, c'est une sorte de pré-due diligence. C'est passer du temps avec l'entrepreneur, 2, 3, 4 sessions, une journée, etc., pour vraiment comprendre qui il est, parce que souvent sur ces petites sociétés, le plus important, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui exécute, c'est pas tant l'idée, etc. C'est vraiment très important de le connaître et après, maintenant, évidemment, de passer du temps à regarder les chiffres, de regarder la vision, regarder toutes ces choses-là. Ça, on le fait dans le deep dive. C'est une sorte de pré-due diligence. Et après, on passe dans le processus d'investissement en tant que tel. Une fois qu'on est satisfait de ça, on émet une offre, la term sheet, qui va donner en fait le détail de ce qu'on va faire, idéalement la taille, le montant de l'investissement qu'on souhaite apporter, les conditions, les instruments qu'on veut utiliser, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une due diligence. Certains réseaux ne font pas de due diligence, d'autres le font. Les due diligence peuvent coûter cher, mais souvent, quand on est dans un réseau de business angels, il y a des manières pas très chères de faire des due diligence. Ça aussi, on pourra en parler de manière assez détaillée. Et enfin, finalisation de la négociation et de la documentation et faire le closing. Donc, vraiment, finaliser la négociation. S'il y a une valorisation, ben, la valo, les instruments, valider tout ça, signer les documents et transférer les fonds. Ça, c'est vraiment le processus d'investissement. Une fois qu'on a investi, maintenant, on gère son portefeuille. 2, 3, 4, 5, 100.
on le gère. Donc, on a du reporting tous les mois, tous les 3 mois, etc. On rencontre les gens, les entrepreneurs. On veille bien à ce que ce qui a été défini au moment de l'investissement est là. Est-ce qu'on fait partie du board, par exemple? Ça c'est un des critères. S'il y a plusieurs business angels, souvent, on choisit un qui va faire partie du board et qui va reporter aux autres, etc. Et après, maintenant, il faut penser à son exit, à sa sortie. Souvent, on dit quand on ne sait pas si on va sortir, on ne rentre pas. Donc, déjà, au tout début, dans le processus d'investissement, il faut déterminer comment on pense qu'on va sortir. Quelles sont les possibilités de sortie? Est-ce qu'on va se faire racheter? Est-ce que l'entrepreneur va racheter les parts? Est-ce qu'on va aller dans la bourse, par exemple, la BRVM? Concrètement, comment ça va se passer? Ça, c'est très, très important d'identifier ça au début. Cette troisième partie, c'est vraiment la partie dans laquelle on va rentrer dans le détail pour la prochaine session. Alors, je vais juste revenir, avant de faire la discussion, je vais juste revenir sur la prochaine session très rapidement. Sur la prochaine session, on va parler à l'individu, aux business angels. Là, on était plus sur l'organisation. On va parler à l'individu. Quelles sont les 4 règles de base quand on veut faire de l'investissement en tant qu'individu? Comment on source? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on définit soi-même sa thèse d'investissement? Parce qu'il y a la thèse du réseau qui va investir dans les femmes, dans le pays, etc., etc. Mais vous-même, peut-être vous avez vos secteurs de prédilection, vous avez vos instruments que vous voulez utiliser, etc., etc. Et après, on va échanger sur une méthode qui permet de sélectionner. Donc, je réponds peut-être à une question qu'on avait posée plus tôt, comment on sélectionne. Une méthode qui va permettre de bien sélectionner les entreprises. Ça ne va pas dire que quand on va les sélectionner, c'est les entreprises qui vont réussir, mais ça donne beaucoup plus de chances à ce que l'entreprise réussisse. Après, on va parler un peu de la valorisation. On va parler des documents à regarder, un teaser, le modèle financier, si c'est… Voilà. Et ce que je viens de décrire, la suite du processus, que je n'ai pas mis en avant ici, donc la term sheet, les due diligence, le closing, etc. Pourquoi je ne l'ai pas mis en avant? Justement parce qu'on a cette question. En fonction des réponses qu'on va avoir ici, on va faire un pool très rapidement. Laetitia, je ne sais pas si tu peux nous aider à afficher le pool. L'idée, c'est, parmi on va les aborder tous en réalité. Mais il va être très important pour nous parce que, en fait, c'est des sujets assez vastes. Hein. Où est-ce qu'on va faire un focus? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est dans la sélection des cibles d'investissement? Est-ce que c'est la valorisation? Comment on fait une valorisation? Les instruments financiers, on les a abordés un peu. Comment faire une due diligence? Qu'est-ce que c'est? La term sheet, qu'est-ce qu'on doit avoir dedans? Comment on fait cette term sheet? Comment on gère un portefeuille quand on a 4, 5, 10 boîtes? Comment on fait? Quelles sont les choses qu'il faut s'attendre? Ou est-ce qu'il y a un autre sujet que vous souhaitez qu'on approfondisse? On va les aborder tous, mais en fonction de ce que vous souhaitez approfondir, on va passer plus de temps là-dessus. Donc, Laetitia, je ne sais pas si tu peux afficher le pool. Allô? Atramé, oui, c'est Nidiane, ce n'est pas Laetitia. Je pense qu'on n'a pas le pool. On n'a pas le pool. C'est bon. Laetitia, vas-y alors, Laetitia, merci. OK. Et en fait, avec le pool, l'idée, c'est que vous répondiez. Alors, ce serait bien que, bon, je ne sais pas comment a été fait le pool, mais si c'est je pense que c'est à multiples réponses. Comme ça, on va avoir déjà, voilà. Ah, pardon, désolé pour ça, il y a un erreur technique. OK, il n'y a pas de souci. Ah non, ce n'est pas ça le pool. Ce n'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Non. Ça c'est Laetitia. Ça, c'est l'évaluation. Ah, ok, désolé. Je pensais que c'est ça. Désolé. Non. Désolé, Atramé. On n'a pas… Ah, il n'y a pas? Peut-être on peut faire ça dans le chat? Non, ce n'est pas grave. OK. Bon, ce n'est pas grave. Déjà peut-être si on peut prendre de premiers avis en live, déjà là, du coup, on va vous les envoyer et puis vous allez nous donner votre avis là-dessus. Mais est-ce que déjà là, on peut prendre un premier avis là-dessus? De premiers avis, quelques personnes qui veulent bien… soit vous l'écrivez en commentaire, soit vous prenez la main. Bon, Awa, voilà. Il y a aussi… Merci. Oui, pardon. Pardon, Lydiane, allez-y.
Allez-y, c'est moi, excusez-moi. Allez-y. Merci. Donc, merci. Je voulais déjà remercier Adramé pour cette présentation. Je pense que durant toute cette présentation, il y a différentes questions qui ont été partagées dans le chat. Ça serait peut-être bien de les récapituler. Sur certaines, il y aurait des réponses aujourd'hui, mais j'imagine que sur d'autres, ça sera partagé lors des prochaines sessions. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment d'aller dans le détail des mécanismes. Déjà, le facteur risque, comment le minorer? Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs, des secteurs à risque? Une fois qu'on investit, comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de l'entreprise? Est-ce qu'on a un droit de regard pour pouvoir donner un avis et aider à mieux gérer? Voilà, quelle est la marge de manœuvre dont disposent les investisseurs? Est-ce qu'il faut un niveau d'investissement qui permette d'avoir plus de pouvoir sur ça? Au moment de sortir, est-ce que c'est calé dès le départ? Evelyne ne m'en veut pas. Hein. Je suis sûre que c'est des éléments dont tu as déjà parlé, mais ça sera intéressant d'en rediscuter. Comment se fait la sortie? Qui achète? Comment est-ce qu'on valorise ses parts? Si jamais quelqu'un investit et en cours de route veut sortir avant les 5 ou 7 ans, comment est-ce que ça se manage? Voilà, vraiment ces détails techniques me semblent intéressants à aborder. Ouais, alors, vraiment merci. Hein. Enfin, ce que vous venez de dire, c'est l'industrie de l'investissement en réalité. Et je suis heureux et malheureux de dire que, malheureux parce que malheureusement, il y a tellement de choses qu'on peut prendre et partager là-dessus que ça peut nous prendre 2-3 jours, en fait, finalement, même plus. Mais heureux de dire qu'en tout cas, on a l'occasion d'aborder une bonne partie. Et autre chose aussi, Nidiane l'a dit, on va avoir des sessions de coaching après ces 2 sessions. C'est-à-dire que si par exemple, il y a des sujets qui vous intéressent vous particulièrement, sur lesquels on n'a pas eu le temps d'approfondir les choses, ben, du coup, on peut se prendre en one-to-one. Comme ça, je vais rentrer peut-être un peu dans le détail de certaines choses qui vont vous intéresser. Mais globalement, effectivement, très intéressant. En tout cas, de toute façon, quand on travaille dans la finance ou quand on veut faire de l'investissement, investissement égale risque en réalité. Les deux vont de pair. Risque, investissement. Quand on investit, c'est risqué. Il y a des instruments plus ou moins risqués. Et là, on est en train de parler des instruments ou des cibles les plus risquées qui existent dans l'investissement. C'est vraiment des facteurs qu'on a du mal à maîtriser. Je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions-là tout de suite, mais rassurez-vous, c'est ce qu'on va essayer de faire durant la prochaine session. Merci. Alors, j'ai juste une dernière observation à faire. Je sais que le WIC, au départ, avait, et l'a toujours, hein, l'intention d'investir dans des secteurs à fort potentiel, à pouvoir de transformation. On sait que dans nos pays, l'économie de base, c'est celle qui pèse le plus, mais qui est la moins organisée. Ce sont les femmes qui travaillent dans les produits halieutiques, c'est l'industrie, c'est l'économie de l'agriculture, et ce sont aussi malheureusement les secteurs les moins bien organisés, alors que le potentiel de consommation est là, le potentiel de commercialisation est là, au niveau national, au niveau régional, voire même au niveau international. Mais tout est à organiser. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir investir dans ces secteurs-là en ayant quand même un minimum de garantie, parce que c'est un secteur risqué, on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais si on veut avoir de l'impact en tant que fonds syndiqués, fonds d'investissement, on ne peut pas ignorer ces secteurs-là. Sinon, on tombe dans les fonds d'investissement classiques qui vont dans des placements sûrs, de choses organisées, l'éthique, les sociétés de services, etc. Si on veut vraiment avoir cet impact-là, comment on peut appréhender cette difficulté de secteur informel, mais de secteur à potentiel où il est impératif, encore une fois, d'investir pour avoir un impact? Alors, ça c'est un grand débat. Hein. Le secteur informel, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est du formel. En fait, on ne peut pas investir dans une société informelle, techniquement.
Sinon on fait de l'investissement informel. Voilà. En tout cas, la manière de faire les choses, c'est en amont. On a travaillé sur plusieurs pays en Afrique, mais ce qu'on a essayé de faire justement pour formaliser, parce que pour faire de l'investissement, il faut formaliser les sociétés. On ne peut pas investir dans une société informelle, sinon ça devient donner de l'argent à quelqu'un sans trace, sans rien du tout. Et puis derrière, avec juste la confiance, quoi. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas d'encadrement. Il faut de l'encadrement pour que ça fonctionne et que pour que le pays en bénéficie, pour que vraiment les impacts soient là, il faut de l'encadrement. Et donc, une des solutions, une des options, il y en a beaucoup certainement, c'est de travailler vraiment en amont, avant même l'investissement, c'est de montrer c'est d'inviter justement ces sociétés qui sont dans l'informel, en quoi être dans le formel pour vous apporter des choses. Que dire que le WIC n'investit que dans des sociétés formelles, ça c'est une des choses. Si vous avez besoin d'argent, ben, il faut vous formaliser. Mais en fait, vous formaliser, c'est déjà très, très simple à faire. Mais une fois que vous le faites, vous gagnez beaucoup plus à le faire qu'en ne le faisant pas. Et donc, faire ce travail d'éducation, une partie de ce qu'on faisait, de ce qu'on a fait dans 2-3 pays, ce qu'on appelle l'investment readiness, une partie de ça, c'est ça. C'est la première partie de cet investment readiness, c'est transformer un entrepreneur, en tout cas un entrepreneur en devenir, le transformer en entrepreneur. Et donc, dans cette phase, il y a la formalisation de la société. En réalité, ce qui se passe, c'est que même, je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas formels, même les entreprises formelles, une bonne partie du chiffre d'affaires est informel, n'est pas capté. Alors que quand on investit, tout doit être capté. Donc, comment on met en place ces mécanismes pour vraiment capter les revenus, capter bien les dépenses, que l'argent passe là où ça doit passer, etc. Donc, ça va de l'informel, du semi-informel jusqu'au formel. C'est des mécanismes qu'on n'aura peut-être pas le temps, malheureusement pas le temps d'aborder ici, mais effectivement, moi, en tout cas, j'encouragerais beaucoup le WIC, vu son positionnement, etc., à travailler dans ce sens-là et à aider ces jeunes femmes à formaliser leur société, oui. Il y a plein de questions. Je vois qu'il y a plein de questions. Alors, je ne sais pas combien de temps on dispose et comment tu veux qu'on fasse, Nidiane. Oui, merci à Dramé. Merci aussi à Wadia de votre question. On a effectivement pas mal de questions. Moi, je propose qu'on aborde peut-être pour aujourd'hui celles qui concernent les terminologies et les définitions. Donc, on a pas mal de questions par rapport à certaines terminologies qui doivent être clarifiées. Je propose qu'on a des questions. Les questions, on pourra y répondre via email. Juste avant de dire les questions à Dramé, alors, pour tout le monde, on aura notre prochaine session aujourd'hui en 8. Ce sera mercredi prochain à la même heure, 13h GMT, pardon, excusez-moi. On aura aussi une session de coaching après les webinaires. Donc, pour l'instant, on prévoit d'accompagner 10 membres du WIC pour ce coaching individualisé. Il va vraiment se faire au cas par cas. On va examiner vos besoins personnels et on va vous apporter ce coaching justement pour renforcer vos capacités par rapport à ces domaines-là. Les questions de terminologie. Oui, un tout dernier point aussi, s'il vous plaît à tous. On vous serait très reconnaissant si vous pouviez prendre 2 petites minutes pour répondre aux questions suivantes. Laetitia, peut-être tu peux mettre le pool alors que Adramé va répondre aux questions. Adramé, les questions de terminologie, si tu pouvais éclaircir les termes suivants et aussi expliquer les différences de ces différents termes. Private equity, business angel, venture capital. Ils sont revenus assez souvent au cours de la présentation. Ce serait bien si tu les éclaircissais, si tu faisais la différence entre les différents termes. Je peux mettre le poll maintenant? Oui, je le mets maintenant. Merci Laetitia, merci. Nidiane, donc la question c'est de clarifier les différences entre private equity, business angel. C'est quoi là? Malheureusement, ça a coupé, je n'ai pas entendu les termes. Redéfinir peut-être et aussi faire la différence entre ces 3 termes. Private equity,
equity, business angel, and and venture capital. capital. OK. Oui. Alors, le private equity, le private equity, le venture capital est dans le private equity, on va dire. Le private equity, c'est l'ensemble de l'investissement dans des entreprises non cotées, en fait. Des entreprises non cotées, c'est un terme très générique qui veut dire ça. Le venture capital, comme son nom l'indique, venture, ça veut dire une aventure, etc. Donc, ça donne une notion de risque. Ça, en fait, souvent, c'est l'investissement dans les startups, donc dans les entreprises les plus risquées. Donc, au début des entreprises, le private equity peut investir dans des sociétés, de très, très grosses sociétés, hein, des milliards de dollars. Il y a des fonds de milliards de dollars. Le venture capital, par contre, c'est une industrie qui investit essentiellement dans des sociétés les plus risquées et jeunes en général. Donc, c'est les startups. Voilà, en fonction des pays, les tickets peuvent varier, mais une des différences aussi, ça peut être les tickets. Les venture capitalistes peuvent aller jusqu'à quelques millions de dollars. Le private equity peut aller jusqu'à quelques milliards de dollars. Principalement, c'est ça la différence. Le business angel, sa différence, c'est que les deux, ce sont des investisseurs professionnels. Ce sont des structures qui existent, qui lèvent des fonds auprès d'autres investisseurs, qui leur confient de l'argent pour gérer cet argent. C'est un peu le weak capital, quoi. Donc, un fonds qui reçoit de l'argent de ses investisseurs et qui gère cet argent-là, donc qui investit dans des sociétés non cotées. Par contre, les business angels ou le business angel ou l'investissement en angel, ce n'est pas un professionnel de l'investissement. C'est un individu, c'est tout individu. Moi, vous, nous tous, vous, aujourd'hui, vous êtes des business angels parce que vous êtes dans une organisation qui fait ce métier déjà. Vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes business angel déjà. Mais la différence, c'est que vous n'êtes pas des professionnels de l'investissement. Vous le faites à votre propre nom. C'est votre argent que vous prenez, que vous investissez. Dans cet investissement, dans la définition propre du business angels, on rajoute la notion de partage de compétences, c'est-à-dire accompagner l'entrepreneur, ouvrir son carnet d'adresses, permettre à cet entrepreneur de décrocher certains marchés, hein, donc ses compétences, ses marchés, donc vraiment être disponible pour cet entrepreneur, en plus de pouvoir mettre de l'argent. Et évidemment, les tickets ne sont pas les mêmes. Les tickets ne sont pas en termes de dollars. Si c'est en dollars qu'on dit, le business angels va aller de 5 000 à 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Ça dépend des pays, etc. Alors que quand on parle de 500 000 tickets en investissement, un ticket de 500 000, c'est déjà très, très petit pour un fonds, quel que soit le fonds. C'est très, très petit déjà. Dans les pays africains, bon, on a des fonds un peu plus petits qui vont jusqu'à 200 000, 300 000, etc. Mais c'est déjà très petit pour un fonds. Et donc, ça, c'est le gap que les business angels apportent. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est essentiellement ça la différence. La question a été posée par Awadia et Evelyne, je pense. Est-ce que les éléments de réponse apportés par Adramé vous ont satisfait? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, je vois juste une petite chose, je vois juste une question juste après qui dit est-ce qu'on peut avoir le premier slide? En fait, vous aurez les slides, donc pas besoin de prendre des screenshots, vous aurez les slides d'ici demain ou après-demain. Oui, j'enverrai les slides juste après la session. Je pense que la question a été posée par Mouna. Adram, mais toujours question de définition. Je pense que vous pourrez y répondre. Ce sont deux questions, mais vous pourrez répondre à cette question maintenant. Et le reste des questions, on va y répondre via email, ne vous inquiétez pas. On a pris note de toutes les questions. On va y apporter des éléments de réponse. Mais juste peut-être, Adram, pour conclure, il y a aussi Lynn qui voudrait plus sur la définition du closing. C'est quoi le closing? Aussi la définition et la différence entre une PME et une start-up. OK. C'est quoi ta première question? Le closing, c'est quoi? Le closing, OK. Alors, je vais de toute façon vous proposer une chose. Je vais faire une terminologie de tous les termes anglais qu'on a utilisés, des définitions, private equity, etc. Je vais mettre ça dans un document. Normalement, on l'aura en fait dans le guide, en réalité, qu'on est en train de préparer. Mais peut-être que je vais préparer quelque chose que je vais vous envoyer assez rapidement pour que vous ayez tous ces termes, les différences entre les différentes choses. Alors, le closing, on appelle ça closing, c'est un terme anglais. Closing, c'est close, to close, c'est fermé.
c'est comment on clôt le deal, comment on ferme le deal, c'est-à-dire comment on finalise le deal. Donc, le closing, c'est la dernière partie du processus d'investissement qui est en réalité le drafting des documents juridiques, la finalisation des documents juridiques, donc négociation des termes, finalisation des documents juridiques, signature des documents juridiques, changement de cet impact de cet investissement sur la société, c'est-à-dire que sur l'actionnariat de la société auprès du notaire, il y a des choses à changer. Ça fait partie du closing. Par exemple, il y avait un actionnaire, aujourd'hui, il y en a 3, par exemple. Il faut changer les statuts, par exemple. Voilà, tout ça, c'est le closing. Et dans le closing, il y a aussi la partie transfert des fonds, c'est-à-dire on investit, on signe, on dit qu'on est maintenant actionnaire d'une société, ben, il faut bien donner aussi l'argent. Ça, c'est la société. Donc, une fois que tout ça est fait, on dit qu'on a fait un closing, pour faire simple. La différence entre PME et start-up, alors, c'est pas très simple. Tous les deux, c'est des entreprises, mais en tout cas, on part du principe que il y a une ou deux différences fondamentales. La première différence fondamentale, c'est évidemment la croissance. La capacité, la croissance d'une start-up n'est vraiment pas du tout la même que la croissance d'une PME. Une start-up, alors, je ne me souviens plus exactement des pourcentages, mais disons, on parle, une startup va faire du 5 à 7% par semaine, par exemple, de croissance. C'est exponentiel, c'est-à-dire que chaque année, la croissance, la startup va multiplier peut-être par 2, par 3, voire par 10 sa croissance. C'est exponentiel. Il faut que ce soit comme ça. Quand une PME fait entre 2 et 5%, voire 7% par an, c'est très, très petit. Et en fait, la plupart de ces startups qui sont capables justement de faire cette trou de croissance, ça veut dire que c'est une startup qui est capable de grossir son chiffre d'affaires de manière exponentielle. Alors, et c'est là où intervient un peu le secteur, la plupart des startups ont une dimension technologique. La plupart, pas toutes, hein, il faut être très clair, mais il y en a beaucoup qui ont une dimension technologique qui permet justement cette croissance rapide et accélérée, c'est-à-dire pouvoir accéder à des marchés très rapidement sur un laps de temps assez réduit. Moi, c'est essentiellement ça, vraiment la capacité de croissance entre les deux. Une PME, quand on a un champ, quand on fait de l'agriculture, par exemple, etc., et après qu'on vend notre production dans des marchés traditionnels, on ne peut pas dire qu'on est une start-up. Par contre, quand on est une start-up qui travaille dans l'agriculture, mais qui ne détient pas les champs, mais qui en fait a un mécanisme, un modèle, ou en tout cas une technologie qui permet d'accélérer déjà la production et qui permet d'accélérer la vente de ces choses à travers des canaux innovants, etc., etc., là, on peut parler de start-up. Il y a le volet innovation. Bon, des PME font de l'innovation. Ça, voilà, ce n'est pas exclusif. Mais en tout cas, une start-up, pour beaucoup, est définie aussi par de l'innovation. Ce n'est peut-être pas très complet ce que je viens de dire, mais voilà, c'est des éléments de réponse qui donnent une idée assez précise de la différence entre les deux. Il faudra que vous, investisseurs, que vous vous dites, est-ce que je veux investir dans des startups? Est-ce que je veux investir dans des PME? Est-ce que je veux faire les deux? Ce n'est pas la même chose. On ne regarde pas la même chose quand on fait les deux. Merci Adramé, encore merci à tous et à toutes. Juste un tout petit rappel pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore répondu au poll. S'il vous plaît, prenez juste 2 minutes pour le faire. Sinon, nous, on espère que la session vous a été intéressante, informative, que vous avez aujourd'hui appris de nouvelles choses. On est aussi, comme je l'avais mentionné plus tôt, la semaine prochaine, on aura donc notre 2e session. On pourra peut-être vous envoyer quelques questions pour mieux cadrer la session suivante. Et ensuite aussi, on aura ces sessions de coaching individualisé qu'on va donc proposer. Pour l'instant, on pense le proposer à 10 membres du WIC. On vous remercie d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Donc, je vais envoyer les slides et aussi l'enregistrement de la session d'aujourd'hui
aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc, de nouveau, merci à tous et à toutes. On vous dit au revoir. Au revoir, Evelyne. Au revoir, Awadia. Au revoir. Merci, Nidiane. Merci à tous. Merci, au revoir. Session Au revoir. très intéressante. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Est-ce que vous pouvez remettre la première slide, s'il vous plaît? Je veux juste prendre un screenshot Oui. pour nos réseaux sociaux, si ça ne vous dérange pas. Euh, Dire que vous nous avez aidé à devenir plus financièrement intelligents aujourd'hui. Ça ou ça? Oui, la toute première, je vais Celle-là? prendre. Non, suivante. Ça? Moi, je pense que ça. Ensuite, je peux avoir la slide avec les intervenants. Voilà, super. Et une slide avec vous, il y a une slide avec votre présentation. Ça?